La Bibliothèque nationale de France. Cette séance des rendez-vous du politique propose une analyse de l'élection présidentielle française à quelques jours du scrutin, en donnant la parole à des correspondants de la presse européenne en poste à Paris, ainsi qu'à des spécialistes en sciences politiques. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Alors effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a une petite heure et que ça va passer vite. Moi, j'avais une première question qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas tant que ça, à mon avis, assez contextuelle. Et mystérieuse à mes yeux, en tout cas, mais vous allez peut-être me détromper, qui porte précisément sur la question de l'Europe et notamment sur l'absence dans le débat public actuellement des questions européennes, alors même que nous sommes dans un contexte que nous connaissons bien, puisque c'est celui depuis un mois maintenant de la guerre en Ukraine. Voilà, ma question c'était pourquoi dans un tel contexte les sujets européens semblent cruellement absents du débat public. Peut-être que vous pouvez commencer, Isabelle. Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est une question qu'on s'est posée nous aussi beaucoup en travaillant sur la campagne. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire que toutes les conditions étaient réunies pour qu'on parle d'Europe. Il y a la présidence française de l'Union européenne. On sort d'un quinquennat où il y a eu énormément de choses qui ont pu bouger au niveau européen. La guerre en Ukraine qui appelle quand même une réponse concertée des partenaires européens. Donc, tout plaidait pour des débats de politique européenne. Et finalement, on en a très peu entendu parler. Et si on lit les programmes des différents candidats, finalement, on trouve très peu d'Europe. Quand on en trouve, c'est très étonnant. Mis à part chez Jadot et chez Macron, on trouve plutôt des propositions qui visent à reconquérir de la souveraineté, l'Europe à plusieurs vitesses, c'est-à-dire qu'on prendra ce qui nous plaira dans l'Union européenne, on veut revenir sur la libéralisation de l'énergie, on veut revenir sur Schengen à droite, par exemple. Et donc ou alors Zemmour qui veut imposer le nucléaire à tous les partenaires européens. Donc quelque part, ça serait dans ce cas-là une Europe, mais telle que se l'imagine tel ou tel candidat français. Peut-être que si on veut analyser pourquoi est-ce qu'on en parle aussi peu, finalement, ce qui est étonnant, c'est que Emmanuel Macron en parle aussi peu. L'Europe est quasiment absente de son programme. Et bon, je pense qu'on peut s'étonner qu'il n'en parle pas. Pour les autres, moi j'avais fait ma thèse exactement sur cette question de la politisation des questions européennes. Et ce que je montrais à l'époque, c'était déjà il y a un moment, c'est que l'enjeu européen est un enjeu qui met en difficulté la plupart des partis parce qu'ils sont divisés à l'intérieur. Et on l'a bien vu lors du référendum de 2005, je ne vais pas être trop longue, qui mettait en ou de celui sur le traité de Maastricht, qui a mis beaucoup en difficulté tous les partis. Donc c'est un enjeu sur lequel, en principe, ils sont pas très à l'aise. Et Emmanuel Macron était complètement sorti de cette logique en 2017 en politisant et en affirmant son engagement pro-européen avec beaucoup de propositions européennes. Et c'est vrai que c'est très étonnant de voir que 5 ans plus tard, ça a disparu et qu'il n'essaie pas de vendre son bilan en matière européenne ou de dresser des perspectives pour le futur. Emiliano. Je voudrais juste rajouter quelque chose, peut-être sur la forme même d'une campagne en général, pas celle-ci, qui est particulière, mais qui est que finalement, la manière dont ça marche, c'est qu'on lance un sujet, idéalement, ce sujet, il va irriter certains adversaires, ces adversaires vont répondre, et c'est ce qui va justement entraîner le débat, la politisation d'un enjeu. Et là, le contexte de l'Ukraine fait aussi que même si on lançait des questions européennes, finalement, personne ne s'oppose, parce que personne ne va dire, dans ce contexte-là, alors qu'il y a des choses très, très anti-européennes écrites dans leur programme, qui sont anti-européens, parce que là, tout le monde, par exemple, même ceux qui proposent de sortir de l'OTAN, disent « pas tout de suite ». C'est comme si, mais on le fera une fois que ce sera terminé. S'il y a une autre Ukraine, par contre, on sera très mal préparé. Donc, vaut mieux pas du tout en parler. Donc, du coup, justement, cette annonce et contre-annonce, ça marche pas ici parce que même si on lançait les débats sur l'Europe, personne ne répondrait. Et à contrario, juste pour compléter, comment vous expliquez, alors qu'Emmanuel Macron pourrait éventuellement se vanter de son bilan européen, puisque c'est ce qu'il avait porté pendant la campagne de 2017, pourquoi lui-même n'en parle pas ? Moi, je verrais peut-être deux explications.
D'une part, donc c'est une explication qui a été mise en avant par Christophe Bouillot, un de nos collègues de Sciences Po Grenoble. Il disait qu'il était finalement embarrassé de son propre bilan parce qu'il y a énormément de dossiers qui ont avancé, donc on va peut-être pas trop détailler, mais sur les travailleurs détachés, sur la taxe GAFA, sur la défense européenne, etc., etc. Mais il y a un grand chantier qu'avait vendu aux électeurs Emmanuel Macron il y a 5 ans et qui n'a débouché sur rien pour l'instant, c'est les conventions citoyennes dont il promettait que ça déboucherait sur l'adoption d'un nouveau traité, sur des grands débats de fond sur l'Europe. Et ça, pour l'instant, ces conventions ont eu lieu. Il est probablement un peu embarrassé de voir quoi en faire. Et le deuxième facteur, et à mon avis qui explique pourquoi il est embarrassé, c'est qu'on voit quand même un repositionnement à droite d'Emmanuel Macron. En 2017, il avait pris une position, finalement, dans l'espace politique qui était assez originale parce qu'il était économiquement libéral, donc comme la droite, mais il était culturellement, c'est-à-dire sur le plan des valeurs et sur le plan de la mondialisation et de l'Europe, libéral également. Donc, ce qui n'était pas du tout le cas, par exemple, de François Fillon ou de Valérie Pécresse aujourd'hui. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en 5 ans, il a durci son discours sur l'immigration. Il a pas durci son discours européen, mais il a arrêté d'en parler. Et pour moi, bon, c'est mon analyse, mais ça participe quand même de son repositionnement qui est de plus en plus sur l'espace politique qu'occupait traditionnellement la droite. Enfin, la droite mainstream. Alors, on reviendra plus tard dans la discussion sur effectivement l'évolution, le Macron 2017 et celui qu'il nous propose en 2022. Juste une question pour vous, Antonio et Martina. Donc, vous couvrez l'actualité de la campagne présidentielle pour vos journaux respectifs, vos médias respectifs en Espagne et en Allemagne. Quel sujet, selon vous, domine aujourd'hui la campagne vu de votre prisme, ou sinon, qu'est-ce qui vous semble intéresser ou pas les lecteurs et les lectrices? Vas-y, commence. Paradoxalement, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais d'une certaine façon contradictoire, vu de l'extérieur, ce qui est l'enjeu principal en France, ça continue à être d'une certaine façon l'Europe. Ou si vous voulez, une certaine bataille, je vais utiliser un langage un peu épique, je demande pardon, mais c'est comme si la France était une bataille dans une guerre plus large qui est celle de l'ordre libéral contre un nouveau nationalisme. C'est un épisode de plus, d'après ce qu'on a vu au Royaume-Uni avec le Brexit, et ce qu'on a vu aux États-Unis avec Donald Trump, ce qu'on voit en Espagne ou en Italie avec les extrêmes droites respectifs, et ce qu'on voit aussi en Ukraine maintenant d'une façon beaucoup plus brutale. Je comprends que ça, c'est pas dans les débats quotidiens, et c'est, je pense, par tout ce que vous venez très bien d'expliquer, parce que, en fait, la guerre d'Ukraine, même si c'est un sujet européen, a silencié la controverse européenne. Si vous vous rappelez, il y a eu un gros débat un peu superficiel, mais sur les drapeaux européens à l'Arc de Triomphe. Tout ça s'est effacé parce que les forces anti-européennes ou alter-européennes, si on veut être plus précis, du moment où Marine Le Pen ne propose plus la sortie de la zone euro, elle doit cacher un peu ses vergognes d'avoir été pro-Poutine à un moment donné. Donc, ça fait que ça ne se pose pas sur la table. Mais en même temps, excuse-moi de l'expression macronienne, c'est vrai qu'on est dans un moment très important pour la construction européenne, et on se demande maintenant si l'Europe peut parler le langage du pouvoir, s'il peut se constituer comme une certaine puissance avec un rôle géopolitique à jouer. Et vu de l'extérieur, probablement vous avez des réponses plus nuancées, mais vu de l'extérieur, c'est très différent si c'est Macron qui l'emporte ou si c'est Marine Le Pen qui l'emporte. Moi, je voudrais rebondir sur deux choses. D'abord, qu'est-ce qui me frappe ou qu'est-ce qui frappe l'étranger? C'est l'identité, c'est le débat autour de l'identité qui me semble, ça serait pas possible en Allemagne comme ça. Et ça n'a pas été possible quand on regarde les dernières élections en Allemagne, et ça tournait autour d'autres sujets. L'identité, j'ai l'impression, surtout quand je pense au candidat Zemmour, que c'est le symptôme d'une névrose collective qui n'a pas été traitée ou guérie.
parce que ça me parle pas du tout. Je me dis, chacun se retrouve dans une collectivité ou pas, ou elle avance ou pas. Mais cette obsession de l'identité et de la protéger ou ça me semble complètement vraiment démodé et dépassé. Et je comprends pas pourquoi ça peut avoir un tel effet. Et deuxième point, je pense, ce qui m'a frappé, cette guerre, évidemment, elle a pris en otage la campagne, mais elle a fonctionné aussi en tant que révélateur, c'est ce que tu disais, Antonio, mais pas assez, parce que justement, on est confronté à ces deux concepts. On voit que ceux qui étaient pro-Poutine, qui ont fait le voyage à Moscou, qui ont été financés par les banques russes, étaient les braves soldats de la propagande russe et que le but de cette propagande était d'affaiblir l'Europe ou même la détruire, de la déconstruire. Et qu'on puisse encore dire aujourd'hui, oui, bon, il y avait le Poutine avant, le Poutine après, je ne le comprends pas et je ne le comprends surtout pas que les Français, les électeurs, ou en tout cas ce que montrent les intentions de vote, ne pénalisent plus tous ces candidats, qui sont anti-OTAN, qui disent maintenant oui, en fait, oui, alignement non, on va sortir de l'OTAN, mais pas tout de suite parce que là, ça passe mal, et qui peuvent pas adhérer aux valeurs de l'Europe maintenant. Je comprends pas. En fait, ils devraient descendre dans les sondages, ce qui n'est pas le cas. Donc, apparemment, j'ai pas compris grand-chose des Français. Alors justement, et la question de l'identité et celle que vous venez de soulever pose la question des enjeux de campagne, c'est-à-dire comment un sujet émerge ou pas dans une campagne électorale. On se souvient en 2017 que avant qu'il se passe tout ce qui s'est passé, je pense que tout le monde s'en souvient, notamment les affaires de François Fillon, etc. On se disait pendant les primaires des partis respectifs que la campagne serait dominée par les questions identitaires. C'était le cas notamment avec la présence de Nicolas Sarkozy et celle de Manuel Valls, qui est un compatriote d'ailleurs, Antonio, pour la primaire du PS. Or, force est de constater que ça n'a pas été tant le cas que ça, que d'une certaine façon, et on reparlera de son évolution, Emmanuel Macron avait un peu dépollué, si je peux employer cette expression, le débat public de ces questions-là. Aujourd'hui, effectivement, elles reviennent avec beaucoup de candidats d'extrême droite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Emiliano et Isabelle, puisque vous avez travaillé sur le sujet, comment on fait émerger, quand on est candidate à la présidentielle, un sujet dans une campagne électorale? Bon, notre version de la chose, qui est une thèse qu'on a testée dans un livre qui est paru en décembre, c'est que finalement, donc vous pouvez nous rappeler le titre? Oui, c'est un livre en anglais, mais qui s'appelle « Est-ce que les élections, ça compte toujours ?» Donc la question qu'on pose dans ce livre, c'est de savoir si le fait que tel ou tel parti gagne, ça va véritablement changer les choses en termes des politiques qui seront effectivement mises en œuvre. Et notre réponse est plutôt oui. D'accord, donc on pourra y revenir plus tard, mais j'essaie de répondre à la question de d'où viennent donc les enjeux. Et quelque part dans la version un peu idéalisée de la démocratie, les enjeux viennent d'une espèce d'aller-retour entre les représentants et le peuple, les citoyens, etc. Et nous, on remet un peu en cause cette hypothèse-là, et on dit que, au fond, plus on s'approche de la campagne, moins on sait exactement ce qui va déterminer la campagne. Quand on est un leader partisan, quand on est un président sortant. Et du coup, plutôt que de regarder les électeurs, tout le monde fait Sarkozy avait fait un sondage par jour pendant 5 ans, donc l'histoire est connue. Mais plus on s'approchait de la prochaine élection, moins il regardait ces sondages et plus il regardait ses concurrents. C'est-à-dire que finalement, ce qu'ils font, la principale mesure de l'état de l'opinion, c'est plutôt qu'est-ce que font mes concurrents et quelle est la probabilité que ce que fait mon concurrent va lui rapporter des voix. Et on ne le sait pas très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce qu'on ne sait pas exactement comment les électeurs vont réagir. Donc, on regarde nos amis dans les médias pour voir si eux, ils reprennent les sujets que les candidats avancent. Et c'est ça le meilleur indicateur pour savoir si un enjeu marche.
D'accord ? Donc ça, c'est ce qui se passe du côté de la production des enjeux. Après, il y a la question de savoir si cet enjeu prend vraiment auprès des électeurs, qui est une question différente dont on ne traite pas tellement dans ce livre-là, donc c'est une question dont on traite par ailleurs. Mais c'est vrai que ça, c'est une question à laquelle, dans l'immédiat et jusqu'au jour de l'élection, les leaders politiques n'ont pas vraiment de réponse. Et surtout en sachant que, en général, une élection, ça se joue à pas grand-chose. Hein. C'est donc hors duel extrême droite comme en 2002 et en 2017. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ça se joue en 2012, ça s'est joué à quelques centaines de milliers de voix. Pareil dans les élections précédentes. Donc, du coup, finalement, on doit faire en sorte de ne pas éviter un sujet qui pourrait marcher. Donc du coup, le jeu auquel nous on croit, c'est que c'est un jeu donc entre des leaders politiques qui finalement vivent dans un monde très très incertain, qu'ils connaissent mal et qu'ils maîtrisent mal malgré tous les sondages et les spin doctors, les spécialistes de communication qu'ils embauchent, etc. Après, la question de savoir si tout cela est important pour les électeurs est une question très intéressante. Et moi, quelque part, et je ne suis pas sûr d'être d'accord que Isabelle soit d'accord avec moi là-dessus, mais quelque part, je pense que nous tous, et moi je m'inclus là-dedans, et pourtant je passe ma vie à étudier la politique, on a des opinions très volatiles sur la grande majorité des sujets. On parle à quelqu'un qui vous dit que la politique de la petite enfance c'est n'importe quoi, etc. Il dit, ah oui, c'est intéressant, etc. Et après le lendemain, vous rencontrez une directrice de crèche qui la défend et vous dit, ah oui, elle a tout à fait raison, parce que tant que vous n'êtes pas dedans vous-même, vous avez en général pas d'avis très fort sur les choses. Moi j'ai eu des enfants dans la petite enfance, mais maintenant ma grande fille déménage bientôt, donc c'est fini. Moi, j'ai plus aucune idée de ce qui s'y passe et j'ai pas vraiment d'avis fort sur. Mais c'est très français, ça, ou c'est... Pour moi, c'est universel. C'est universel, d'accord. Donc, du coup, le problème de cette volatilité, c'est que quand on vous rabat les oreilles du matin au soir, que le grand problème, c'est la menace migratoire, que le grand problème, c'est la sécurité dans les quartiers, la criminalité, le laxisme de la justice, etc. Qui êtes-vous pour remettre ça en cause? C'est qui sommes-nous? Quels moyens avez-vous pour dire non, ce n'est pas vrai? Quels sont les moyens pour... moi, personnellement, je trouve que les questions environnementales sont plus importantes, mais je doute parfois aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment des problèmes environnementaux dont on devrait s'occuper en priorité. Et pourtant, à voir que finalement, personne ne prend ça tellement au sérieux qu'on réglerait ça avec quelques EPR de plus ou de moins. Du coup, on se demande, peut-être c'est pas vrai. Donc du coup, je pense que les électeurs, finalement, là-dedans, ils sont un peu victimes aussi de ce qu'on leur sert. Donc il y a des gens indépendants, il y a des gens qui se révoltent, il y a des gens qui vont quand même voter autrement. Je ne dis pas qu'on est tous des bœufs, mais je dis que dans l'ensemble, quand même, on est très marqué parce qu'on nous sert du côté des leaders politiques et des médias. Mmh. Est-ce que je peux ajouter quelque chose juste ? Oui, moi aussi. Alors, d'abord Isabelle, ensuite Martine. Oui, donc juste rapidement, on pourra revenir si ça vous intéresse sur la façon concrète dont les programmes sont écrits, etc., qu'on a observé. Ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de ressources qui sont investies dans le fait de sonder, d'organiser des focus groups, d'organiser, dans certains cas, des dizaines de conventions thématiques avec des centaines d'experts, rencontrer des associations, des think tanks, etc., donc, dans l'idée, théoriquement, de sonder justement ce que veulent les citoyens. Et bon, on ne dit pas que ça n'a pas d'impact, mais finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt top-down. Et là, ça a été très bien illustré pour cette campagne, parce que si on regarde les sondages, quelles sont les préoccupations majeures affichées par les Français quand on leur demande quel est le problème principal aujourd'hui, ils ne parlent pas d'immigration et de sécurité en premier lieu, ils parlent de pouvoir d'achat, ils parlent ensuite de climat, ils parlent ensuite de santé, et seulement après arrive l'immigration. On a une campagne où on a entendu parler d'immigration du début jusqu'à la fin. Donc ça montre le décalage qu'il peut y avoir entre les deux. Et après, justement, ce que montrent nos recherches, c'est qu'il y a les grands marqueurs idéologiques. Donc ce que ça montre, c'est qu'on sonde les demandes des gens, mais finalement, ça va être décanté et ça va être façonner finalement la façon dont c'est rendu par les stratégies de campagne qui vont beaucoup consister à regarder ce que font les autres, comme le disait Emiliano. Et à l'arrivée, on va avoir des grands marqueurs sur lesquels on essaye de se différencier. Et là, on voit très bien qu'à gauche, il y a des demandes de redistribution, revenir sur l'ISF, ce type de choses.
beaucoup de propositions environnementales, pas seulement de la part de Europe Écologie Les Verts, mais aussi de la part de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Et à droite, on a beaucoup parlé d'immigration. Et après, il y a la partie moins visible et des enjeux qui, normalement, circulent. Donc nous, c'est ce qu'on a vu dans nos 5 pays sur 40 ans, qui vont être moins visibles, mais qui, justement, vont être des demandes sociales sur des choses qui sont peut-être moins clivantes et qui vont beaucoup être reprises d'un candidat à l'autre. Donc, des exemples, ça serait l'augmentation de l'allocation adulte handicapé. Là, pour cette campagne, on a eu le cas des mères, les difficultés financières des mères célibataires, par exemple, le remboursement de certains soins. Donc, des choses qui sont moins visibles, qui vont circuler, mais qui, ensuite, dont nous, on montre que quand elles vont émerger dans la campagne, ensuite, il y a des mesures qui vont être prises une fois l'élection passée. Et ça, c'est ce qui me semble avoir pas trop marché dans cette campagne. C'est-à-dire qu'on a très peu d'enjeux. Quand on regarde en 2017, il y avait énormément d'enjeux différents sur, par exemple, le revenu minimum universel, ce type de propositions. On n'a pas eu des grandes propositions comme ça qui ont marché en 2022. Martine. Oui, je voulais plutôt rebondir sur ce qu'a dit Emiliano. Moi, ce qui m'a frappé en 2017, c'était la Grande Marche. C'était quand même quelque chose de vraiment disruptif. Et je ne sais pas si un de vous a rempli le questionnaire, mais c'était du porte-à-porte. Ils ont fait du porte-à-porte. Pendant un meeting de Macron, je me fais le plaisir de remplir ce truc. Et en fait, ils demandaient mes préoccupations, ce que j'attendais de l'avenir, voilà, les questions qui sont décisives pour l'avenir d'une société. Et ce qui est étonnant, c'est quand on regarde après ce qui s'est passé, le gilet jaune, hein, ils avaient dans leur petit cahier qu'ils ont fait après la Grande Marche, un paragraphe sur les coûts de l'essence, les transports en province et le fait que ça débordait largement maintenant les salaires, que c'était de plus en plus impossible de travailler et de vivre dignement de son salaire si on avait 80 km à faire tous les jours. C'était marqué dans ce cahier. Et quelques mois plus tard, un an plus tard, ils ont introduit la taxe éco, non, c'était la taxe éco, c'est ça Taxe carbone. La taxe carbone sur l'essence, qui est très bien, qui a un sens, mais c'était prévisible ce qui allait se passer s'ils avaient vraiment pris au sérieux ce qu'ils ont étudié après. Donc, il y a le mot politique, Verdrossenheit, c'est une sorte de lassitude de la politique. Et je pense aujourd'hui, on récolte aussi un peu de ça, qu'on avait l'impression qu'il y avait une rupture, un renouveau, que quelqu'un a appuyé sur le bouton reset et que la première voie qui a été votée sous Macron, c'était la loi sur la moralité de la vie publique. Quelques semaines plus tard, il y avait les premiers ministres qui partaient. Il y avait l'affaire Benalla, il y avait les mépris des médias et d'autres choses. Donc, on avait, je dirais, l'espoir était aussi grand que la déception. Donc, on se retrouve aussi un peu avec cette dette aujourd'hui dans cette campagne, je crains. Antonio. Et justement, un peu là-dessus, mais aussi en relation avec ce que vous disiez avant, ce décalage entre les expectatives, les priorités, les intérêts, les préoccupations du citoyen à bout de la rue et les débats politiques médiatiques. Moi, je suis arrivé en France au mois de septembre, ça fait que quelques mois que je suis ici, et quand je suis arrivé, ça m'étonnait un peu de voir comme les débats médiatiques et d'une certaine façon aussi politiques étaient entre Macron et la droite à droite de Macron. Et que ça. Et il y avait plus que ça dans les médias. Mediapart, il y avait des autres choses. Mais en général, c'était un peu ça, c'est ce qui m'est arrivé. Et il y avait cette petite histoire et ce récit, en fait, qui monopolisait l'actualité, presque monopolisait l'actualité, qui était Zemmour comme un phénomène politico-médiatique. Est-ce qu'il va se présenter? Non. Est-ce qu'il va divorcer? Non. Et toute cette affaire. Puis Zemmour, probablement, vous le connaissez depuis des années, pour moi, qui venait d'arriver, et c'était vraiment quelque chose d'hypnotique à voir. Parce que, pour nous aussi, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Mais peut-être vous connaissez. Bon, je pense qu'on commence tout à avoir un peu l'antidote. Mais on le voyait toute la nuit, qui était à BFM ou à CNews, ou partout un peu. Et voilà. Et
Et en même temps, je pense que, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était calculé ou non, mais Macron cherchait ça aussi. Parce que les débats à l'automne, c'est-à-dire la pré-campagne, c'était aussi c'était Marseille. C'était Marseille. Vous vous rappelez, c'était Bac Nord. C'était tout ça. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Donc, je me demande si ce n'est pas par la confluence, disons, d'un côté, disons, des partis d'extrême droite occuper cet espace médiatique, de Bolloré, de faire que la lumière se pose de ce côté-là aussi, et de Macron, en même temps, il sait que là où il joue bien, là où il a un avantage politique à jouer, c'est comme en 2017, quand il dit aux Français, attendez, peut-être vous ne m'aimez pas trop, mais c'est ou bien moi ou les chaos. C'est ou bien moi ou ces gens malhonnêtes, méchants qui vont tout détruire. Non? Donc, c'est peut-être ça qui a kidnappé, si on peut utiliser ce terme qui est un peu fort, les débats démocratiques, politiques sur les vrais intérêts des gens. Hein. Et justement, dans un souci de comparaison, j'aimerais savoir comment, depuis votre prisme et espagnol et allemand, vous observez la façon dont notre débat public est organisé au-delà de la question des sondages. Je me pose toujours à titre personnel la question de savoir, quand vous arrivez et que vous voyez par exemple que c'est Cyril Hanouna qui anime les principaux débats de la présidentielle, vous vous dites que vous avez débarqué dans quel pays exactement ? Quand je suis arrivé, vous voulez dire C'est-à-dire quand vous voyez comment ça se passe chez nous et quand vous comparez avec vos propres campagnes électorales, dans un débat médiatique qui est saturé effectivement par des questions identitaires sur des chaînes où on fait 3 blagues et un débat politique, et sur des petites phrases, des choses qui ne sont pas tellement dans le fond. Est-ce que vous, ça se passe comme ça? Et comment vous observez le fait que ici, ça se passe de cette façon? En fait, moi, je dirais qu'en Espagne, peut-être en Allemagne, c'est différent, mais en Espagne, c'est pas si différent que ça, en fait. En Espagne aussi, l'identité, ça a un poids formidable. Je vous pose un exemple. Il y a des débats continus sur les taureaux en Espagne. Est-ce qu'il faut les interdire? Est-ce qu'il faut les déclarer monument de l'humanité? En fait, je connais personne parmi mes amis ou mes familiers qui vont au taureau. Les gens qui je connais s'en foutent absolument olympiquement du taureau. Mais c'est dans les débats politiques et c'est un truc très fort pour pour biaiser les débats, pour séparer ceux qui sont contre ceux qui sont en faveur. Puis en Espagne, on avait aussi la Catalogne, avec tout le conflit catalan qui a forcé l'émergence comme réaction de l'extrême droite nationaliste espagnole de Vox. Donc l'identité, c'était aussi dans les centres de débat, mais si ce n'était pas dans les centres de préoccupation des citoyens quotidiens. Quoi. Martina, c'est la même chose quand vous voyez la façon dont est organisé notre débat public. Comment vous qualifieriez cela? Je dirais qu'il est quand même très vif et très diversifié. Il n'y a pas uniquement Hanouna, ça parle partout. Dès qu'on ouvre une radio en France, ça parle. C'est pas très habitué pour les autres Européens, je crois. On sent quand même que c'est une société qui adore le débat, le mot, la repartie et tout ça. Après, ce qui est étonnant, c'était cette fois au moins le niveau du débat, ça vole assez bas, pour le dire ainsi. Surtout quand on compare ce qui s'est passé pendant la campagne allemande que Isabelle a suivie, qui était quand même beaucoup plus complexe ou riche. Et ouais, c'est étonnant. Je remarque aussi que par rapport aux élections présidentielles, qu'il n'y a pas d'engagement d'artistes ou d'intellectuels. Normalement, il y a toujours des meetings où il y a tous les soutiens de la gauche, les acteurs, les machins. Cette fois, tout le monde a l'air de se cacher ou d'avoir décroché, je ne sais pas. Mais les intellectuels ne se mêlent pas cette fois. C'est étonnant. Est-ce que justement vous avez, j'imagine, observé la même chose, c'est-à-dire que vous travaillez sur les programmes, les projets, le fond. Comment vous vivez du coup cette campagne-là depuis votre regard de chercheur? J'y vais où?
Bon, je commence et tu reprends. Une chose, justement, parce que la comparaison avec l'Allemagne est quand même très intéressante. Et comme je suis un peu allemand d'origine aussi, je suis quand même assez les campagnes allemandes. Et c'est vrai que normalement, il y a une grosse différence entre les deux pays, aussi parce que le candidat à la chancellerie est une espèce de chef d'équipe. C'est pas du tout le chef absolu comme le président français, etc. Et d'ailleurs, quand on regarde qui on sélectionne, c'est pas du tout les mêmes personnages spectaculaires. Olaf Scholz ou Angela Merkel sont pas des gens charismatiques, c'est pas des gens qui sont à l'aise à parler en public, parce que eux, ce qu'ils savent faire, c'est de faire en sorte que tout le monde reste assis autour de la table et qu'on continue à discuter. C'est parce que c'est ça leur boulot. C'est une espèce de courtier politique, quoi. C'est ça leur principal travail. En France, le courtage politique, c'est pas très important parce qu'il faut convaincre l'opinion de voter pour vous. Et après, vous êtes le chef et vous faites ce que vous voulez. Et comme on gagne avec une toute petite marge, mais cette marge est multipliée par un système électoral qui donne un bonus assez important. Donc c'est pas grave d'avoir vexé des gens pendant la campagne et d'avoir insulté des gens, d'avoir cette brouillée à mort avec vos opposants. En Allemagne, vous pouvez pas vous permettre de faire ça. Il faut rester en très très bon terme avec tout le monde, y compris avec les gens que vous n'aimez vraiment pas, genre l'AfD, l'extrême droite allemande, etc. Non mais eux ils insultent, mais je pense que ni Olaf Scholz ni Angela Merkel n'ont jamais été très très agressifs vis-à-vis de l'AfD dans leur discours public, quoi. Et c'est vrai que là, ce caractère très adversarial, très, très conflictif, clivé, etc., qui est typique des campagnes françaises, il nous manque un peu. Parce que c'est vrai qu'avec un président qui se cache un peu, parce qu'il dit qu'il a trop de choses à faire, qu'il y a la guerre, qu'il y a eu la pandémie, qu'il y a eu pas mal de choses, c'est vrai que finalement, on est un peu privé de ce qui caractérise d'habitude les campagnes françaises contre des campagnes plus consensuelles comme on les trouve en Allemagne. J'ajouterais une toute petite chose pour illustrer cette idée ou ce propos. En Allemagne, quand je vais voter, sur le bulletin, il n'y a pas Olaf Scholz. Oui, voilà. Il y a les candidats de ma circonscription, donc il faut que je me renseigne avant et je ne vote pas pour le chancelier ou la chancelière. Ça fait quand même une sacrée différence, je trouve. Donc juste pour finir là-dessus, mais je passerai à Isabelle, laisserai Isabelle compléter. C'est vrai que vous avez, un de vous deux a utilisé l'expression que cette élection a été un peu séquestrée par la pandémie d'abord et ensuite la guerre en Ukraine. Et finalement, on a l'impression que le candidat Macron espérait que ça suffirait pour passer au deuxième tour et de le gagner. Et que là, ces jours-ci, il commence à en douter un tout petit peu parce qu'il se mobilise là depuis une dizaine de jours. Quand même, il a fait quelques meetings qui ne sont pas très suivis parce que du coup, on a tous été un peu endormis. Et on n'a pas assisté à des grands débats très intéressants, au-delà de débats à l'extrême droite entre la droite et l'extrême droite, essentiellement, je pense à Pécresse-Zemmour, qui était particulièrement violent et que j'ai regardé 10 minutes avant d'éteindre. Mais c'est vrai qu'à part cela, je ne me souviens pas de grands débats, de conflits, de clivages, de grandes propositions, aussi comme disait Isabelle, comme la question du revenu universel, qui était un vrai débat sur lequel il y a eu des prises de position, y compris à droite, en 2017, pour ou contre, etc., avec des visions très différentes. Là, on n'a aucune grande idée comme celle-là qui a fait l'objet de grands débats. Isabelle ? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on a eu un contraste absolument ahurissant entre la campagne allemande d'il y a 6 mois. Donc, pour vous donner une idée, il y a eu des enjeux comme la réforme de la nationalité, donc pour faciliter l'acquisition de la nationalité, la légalisation du cannabis, le vote à 16 ans, différentes formes de revenu minimum universel qui ont été proposées. Il y a eu aussi les violences sexistes, etc., etc. Donc, énormément. Et évidemment, le climat, la digitalisation. Donc, il y a eu énormément de débats qui ont été menés de façon très complexe, technique. Il y a eu plusieurs débats télévisés. Il y avait des débats, moi j'ai pu les observer sur place, avec des personnes, ça m'a fascinée d'observer ça, des personnes qui échangeaient des arguments de façon très patiente et civilisée, en n'étant pas du tout du même parti, etc. J'ai trouvé ça complètement fascinant. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre ça sans tenir compte des institutions, et c'est ça qui explique tout.
C'est-à-dire que en Allemagne, vous avez un système proportionnel qui fait que vous ne pourrez jamais gouverner tout seul. Donc on dit l'Allemagne, mais d'ailleurs c'est le cas d'énormément de pays. C'est pas spécialement allemand. On a la même chose en Hollande ou dans les pays scandinaves par exemple, ou enfin dans beaucoup de pays. Alors qu'en France, c'est le système, donc un système majoritaire où on gagne tout. Donc effectivement, on n'a pas du tout besoin d'accommoder qui que ce soit parce que le but pour tout le monde, et on voit bien comment ça pervertit. Parce que ceux qui gagnent les élections, historiquement, on sait que tous ceux qui ont proposé d'introduire de la proportionnelle, etc., ne le font pas, parce qu'une fois qu'on est au pouvoir, la logique majoritaire est quand même bien pratique. Et en plus, ce système a 2 tours, avec des seuils de qualification de plus en plus bas. Et c'est là que ça s'explique, par exemple, l'impact de la guerre en Ukraine. Tout à l'heure, vous disiez, ça n'a pas profité. On ne comprend pas pourquoi autant de gens veulent toujours voter pour Le Pen et Mélenchon. Si, il y a eu clairement un effet, nous on appelle ça le ralliement sous le drapeau, qui a profité à Emmanuel Macron. Il était à 24-25 stable, il faisait pas campagne, il n'était pas clairement menacé, donc depuis des mois c'était la ligne plate. Au moment de la guerre en Ukraine, il prend au moins 5 ou 6 points dans les sondages, donc ça lui a bénéficié. Mais qu'est-ce qu'on voit par ailleurs ? On voit la logique du vote utile, le fameux vote utile, qui n'arrivait pas à se décanter parce que l'opposition à droite comme à gauche est tellement émiettée que personne ne peut sérieusement le menacer. Donc c'est pour ça qu'il est aussi stable pendant des mois. Les choses se décantent et là, dans la dernière ligne droite, on voit que c'est Mélenchon à gauche qui se décante comme celui qui aurait potentiellement, si quelqu'un à gauche a une chance d'arriver au 2e tour, le plus de chances, et Marine Le Pen à droite. Et finalement, tout ça, ça fait que les idées passent complètement à la trappe. Au contraire de l'Allemagne, où on commence à réfléchir sur quel domaine, peut-être que les libéraux ne peuvent vraiment pas s'entendre avec les sociodémocrates et les Verts sur la fiscalité. Ils sont pas d'accord, il y avait rien dans l'accord de coalition là-dessus. Mais en revanche, ils ont énormément de convergence, par exemple, sur les jeunes, sur les enjeux dont je parlais tout à l'heure. Ils essayent de trouver leurs points communs. Là, la logique du vote utile fait qu'on est obligé, et surtout avec l'émergence de nouveaux clivages, ce qui fait que on va être d'accord sur tel domaine, peut-être économiquement avec Mélenchon, on n'est pas d'accord avec lui sur la Russie, mais malgré tout, on est bien obligé de faire une somme de toutes nos considérations, même si elles sont pas congruentes, pour essayer de voir quel candidat nous correspond le mieux. Donc je pense que l'explication, c'est vraiment dans les institutions françaises. Juste une question avant de poursuivre sur la question institutionnelle, parce que je pense qu'effectivement elle est très importante dans ce qu'on est en train de se raconter. Si on prend l'exemple des européennes de 2019, alors on s'éloigne un peu de la présidentielle, mais qui sont des élections par les modalités du scrutin qui, en règle générale, sont favorables à l'émergence d'enjeux, de projets, etc. Or, on l'a vu aux dernières élections européennes, ça avait été très clivé entre, toujours la même chose, pour reprendre votre expression, Antonio, les méchants et les gentils, quoi. Bon, en gros. Est-ce que, au-delà de la question institutionnelle, il n'y a pas quelque chose de très franco-français? Alors je vous pose aussi la question à vous quatre, c'est-à-dire qu'il y a le poids des institutions, c'est clair, mais on le voit dans des modalités de vote différentes comme celle du scrutin européen en 2019, on en revient encore à ce clivage qui n'a pas permis d'ailleurs pendant cette élection-là de faire émerger les vrais enjeux européens. Si je peux dire la banalité d'abord pour que vous corrigiez, vous disiez des choses avec plus de substance. Moi, je me demande si, même dans les Européens, mais si je pense qu'effectivement la façon de choisir le président de l'institution fait aussi les débats. Mais je me demande si un des clés de ces débats un peu vides de substance n'est-ce pas la personnalité politique de Macron. Je veux dire, ce qui est une chose assez formidable en même temps. C'est quelqu'un qui est, même s'il est un peu plutôt à droite, et on le regarde aussi, l'image qu'il projette, et même les programmes qu'il vient présenter, il est quelqu'un qui est de certaine façon, il est une énigme idéologique. Il disait en 2017, je ne suis pas de gauche ni de droite. L'autre jour, quand on lui a présenté, je m'en fiche royalement et présidentiellement, totalement. Mais surtout, le fait qu'il est, il est l'incarnation du pragmatisme politique.
non idéologique, même s'il a une certaine idéologie et même s'il est plutôt du côté droite. Et surtout, le fait que son principal argument pour se faire voter, c'est de dire je ne suis pas comme les autres. Mais qui êtes-vous? On ne sait pas vraiment, à la limite. Donc, je me demande si ça joue, le fait que quelqu'un qui est défini par certains comme populisme de centre, ce qui est aussi d'une certaine façon une contradiction dans le terme, le fait qu'il a occupé la centralité du débat politique et par l'évolution antérieure, si vous voulez, mais en même temps détruit absolument ce qui était les partis traditionnels, parce que une autre histoire à raconter, c'est le socialisme comme il est, le parti de Mitterrand, 2% d'intention de vote, c'est incroyable. La droite traditionnelle aussi est tout à fait hors du débat. Le fait que Macron, qui a, je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais un significant vide, d'une certaine façon, politique, a occupé la centralité, ne fait pas que les débats politiques ne soient pas sur les concrets en France, mais sur, comme on disait, sur les méchants et les gentils, je ne sais pas. Oui, je vais essayer de répondre à la question de la spécificité française. Donc, en deux termes, avec deux arguments et demi. La première, c'est que le fait que les élections européennes, effectivement, soient organisées d'une autre manière, n'invalide pas le fait que l'élection centrale en France, c'est l'élection présidentielle et que ça reste. Après, cette élection était très particulière quand même, parce que on était juste à la fin du deuxième confinement. Les gens les plus âgés ont très peu voté, ce qui a favorisé le... Non, c'est les municipales. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais. C'est l'inverse. C'est les jeunes qui n'ont pas voté. Ouais. Donc, du coup, cette logique de la présidentielle, elle va au-delà, y compris quand le système électoral est plutôt proportionnel, comme dans celui de l'élection européenne. Ça marche moins fort. Après, je serais quand même contre l'idée d'une... Donc ça, c'est pour dire que les institutions s'apaisent, même quand le système électoral change. Après, il y a des tendances qui vont au-delà de la France. C'est en fait le fait qu'on assiste à une plus grande polarisation. Je pense nos deux journalistes autour de la table viennent de deux pays qui pendant très longtemps ont résisté à l'entrée au Parlement de partis d'extrême droite. Maintenant c'est fait, d'accord? Donc pendant très longtemps on croyait que ces deux pays-là étaient résistants. Il nous restait le Portugal, mais c'est fini aussi. Donc dorénavant, il y a un peu partout dans tous les pays industrialisés une voix de gens qui sont mécontents avec l'évolution de la démocratie, qui ne sont pas assez représentés. Ça répond en partie aussi à des inégalités croissantes qu'on trouve un peu partout. Avec peut-être aussi la lassitude de la politique dont parlait Madame Meister. Donc c'est vrai que la polarisation croissante, c'est une tendance qui est pas universelle, mais qui est en tout cas commune à tous les pays riches, qui finalement, du fait des réformes de l'État-providence, qui devient moins généreux et plus en plus contrôlant, trouvent que ils n'ont plus la facilité, ils n'ont plus accès à la vie dont ils rêvaient ou qu'on leur avait promis et à laquelle on avait habitué des générations de gens qui avaient grandi dans les années de forte croissance de l'après-guerre. Donc là, il y a quelque chose qui est universel. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que la France, elle a des particularités de par son jeu institutionnel qui est très, très particulier, mais n'est pas si différente dans l'ensemble de ce qui se passe ailleurs. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Non, je suis d'accord. Moi, tout à fait, oui. Et en fait, c'est une question de doses, si vous voulez, mais en Espagne aussi, il y a le débat identitaire. Et comme on disait au début, le Brexit, c'est l'extrême droite par des autres voies. Et en Italie, quand on pense en Italie, le président du Consiglio est Mario Draghi. Mario Draghi, c'est quelqu'un pas si différent de Macron, de certaine façon. Et il y a aussi l'extrême droite. Puis, le jeu politique fait que tout ça se synthétise dans les pouvoirs d'une façon différente. Mais je crois que oui, que c'est un truc universel, je dirais.
Isabelle, vous vouliez Oui, rebondir. je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été dit, mais juste peut-être sur les élections européennes, je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire que tout se joue sur l'opposition entre les méchants et les gentils. D'ailleurs, c'est d'autant plus absurde quand on regarde ce qu'ils font les parlementaires européens, les questions qu'ils posent. Je parlais juste de la dernière qui était très particulière, la dernière élection non, européenne. mais c'était pas ce que vous aviez dit qui était absurde, mais c'est absurde qu'on pense qu'on réduise les débats de politique européenne à europhiles, eurosceptiques, parce que déjà ça c'est pas une question de politique européenne, c'est-à-dire que c'est pas le rôle des parlementaires européens de réécrire les traités, de décider ce qu'on rapatrie en France, etc. Ça, à la limite, c'est à l'élection présidentielle qu'on doit débattre de ça, pas aux élections européennes. Et pendant longtemps, on s'est plaint que les débats se limitaient à ça, et c'est d'autant plus absurde quand on regarde ce que font les parlementaires européens. Ils politisent des secteurs, ils demandent qu'en est-il de la militarisation des politiques de l'UE, qu'est-ce qu'on fait pour les réfugiés, etc. Ils travaillent sur des enjeux de politique publique divers, de politique publique communautaire qui sont insuffisamment politisés lors des campagnes européennes. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu surtout un succès des écologistes. Bah oui. Et donc ce que ça montre... Je suis d'accord, tout à fait d'accord pour dire, nous on appelle ça des élections de second rang en sciences politiques, les élections européennes, c'est-à-dire de second rang, c'est-à-dire qu'elles sont reléguées au second rang et que c'est une espèce de scène secondaire où se rejoue la politique nationale. C'est très intéressant quand on compare la campagne dans différents pays, parce que souvent, par exemple, on va voir l'opposition faire des très bons scores. Ça n'a pas trop à voir avec leur proposition de politique européenne. Et donc souvent, c'est ça ses particularités. Mais malgré tout, ce que ça montre, c'est qu'au scrutin proportionnel, des partis plus petits, comme par exemple les écologistes, peuvent tirer leur épingle du jeu, alors que pour la présidentielle, où il y a un élu qui remporte tout, c'est naturellement beaucoup plus compliqué de pouvoir percer. Une question pour vous, Martina, au sujet d'une question qui est très prégnante en France. Je ne sais pas si elle l'est aussi en Allemagne et en Espagne de façon aussi forte, qui est la question de l'abstention, qui rejoint le sujet institutionnel dont nous parlions, qui est prégnante à plein d'égards parce qu'elle est renforcée scrutin après scrutin, qu'il y a une inquiétude dans les états-majors pour ce scrutin présidentiel, parce qu'en règle générale, l'abstention, l'élection présidentielle, c'est l'élection où l'abstention est la moins forte, en règle générale. Or là, on ne sait pas vraiment, au regard de la situation, ce qui va se passer, d'autant plus que l'abstention est quand même la chose la plus difficile pour les enquêtes d'opinion à mesurer. Est-ce que ça se passe comme ça aussi en Allemagne ? Est-ce que c'est une question aussi qui est aussi centrale, ou au contraire, est-ce que les institutions et le système institutionnel allemand l'a réglé ? Je pense qu'on a le même problème, ce que j'ai mentionné avec la fameuse politique Verdrossenheit, mais dans les détails, je ne saurais pas vous dire. Je pense vous êtes mieux placé pour le faire, parce que je suis ciblée sur la France et je suis l'Allemagne un peu... en tout cas, ce que je peux dire pour la France, il y a quand même des signaux que j'appellerais pas faibles, mais fortes, qu'on va avoir un problème, parce que là, on nous annonce une très, très haute abstention, malgré le fait que c'est l'élection, l'élection royale qu'il ne faut pas rater. Deuxièmement, il y a déjà des voix, je pense à M. Larcher, qui dit de toute façon, un président élu comme ça est mal élu, il n'est pas légitime. Je trouve ça très, très inquiétant pour le discours politique et pour ce qui va suivre, parce que déjà, on a vécu un quinquennat assez étrange avec des crises qu'on n'avait pas prévues. Ça a commencé avec des protestations sociales, mais évidemment les gilets jaunes qui ont montré une violence surprenante, je trouve, et un ras-de-bol qui n'a jamais été exprimé de cette manière. Si on dit ça maintenant déjà avant les élections, je ne sais pas à quoi on devrait se préparer pour ces 5 ans à venir. Cette question de l'abstention, Emiliano ? Disons, oui, c'est un vrai souci. Et il y a une deuxième question qui est impliquée dans l'abstention, qui est
que moi je trouve encore plus préoccupante, mais dont on n'a pas du tout parlé en 2017. En 2017, pour la première fois, le taux de participation pour les élections législatives est tombé en dessous de 50%. C'est terrible pour l'élection qui, techniquement, désigne le Premier ministre. C'est parce qu'il serait théoriquement possible que le président qui vient de gagner les élections perde les élections législatives, comme c'est que 6 semaines après, c'est peu probable. Hein. Et en fait, ce qu'on a vu en 2017, c'est que ça a très fortement démobilisé les perdants, sans démobiliser autant les gagnants. Donc du coup, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec 28% de l'électorat, ils ont obtenu 53% des sièges. Ce que je trouve problématique d'un point de vue démocratique, d'accord ? Donc ça, juste sur les législatives. Sur les présidentielles, du coup, qui sont donc celles qui fondent toute la légitimité du système politique, c'est vrai que si on tombe à un chiffre en dessous de 70%, il n'y a pas de seuil, tout ça, ça sera le service après-vente aussi politique qui déterminera si c'est un seuil élevé ou pas, etc. Après tout, un de nos voisins, c'est pas très connu, mais la Suisse a des taux de participation électorale absolument abysmaux et ça ne pose un problème à personne. Donc c'est des taux très 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 faibles, et pourtant personne ne dit que la Suisse est en crise démocratique, etc. En France, comme tout tourne autour de cette élection-là, je pense que si ça tombe en deçà d'un niveau acceptable, donc encore une fois, je ne pourrais pas vous dire lequel ce serait, ça serait un problème parce que déjà toutes les autres élections sont très très dévalorisées, et notamment depuis qu'en 2002 on a changé le calendrier électoral parce qu'on a raccourci le mandat présidentiel de 7 à 5 ans et fait en sorte que l'élection présidentielle ait toujours lieu avant l'élection législative, ce qui n'arrivait pas avant. En 1997, Jacques Chirac appelle à des élections anticipées et les perd. Et on a 5 ans de cohabitation, mais maintenant la cohabitation est devenue quelque chose d'improbable. À ces élections-là, il y a eu un taux de participation aux élections législatives au-dessus de 70%, je ne me souviens plus exactement du pourcentage, mais là, on a dévalorisé les autres élections. Donc si l'élection principale, elle aussi, est dévalorisée, je partage l'inquiétude de Madame Meister sur ce que ça va donner à chaque fois que quelqu'un sera mécontent et se trouvera mal représenté. Et justement, les candidats, je pense à Emmanuel Macron, parce que c'est celui que je couvre à Mediapart, pour lutter contre ce phénomène d'abstention, remettre sur la table une réforme institutionnelle, notamment sur la question de la proportionnelle. Il a dit la semaine dernière qu'il était à titre personnel favorable à une proportionnelle intégrale, qui évidemment devra être soumise au vote des 2 chambres, etc. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que, au regard de ce que vous avez pu étudier des autres systèmes institutionnels en Europe, un changement institutionnel ou des ajustements des articles de notre 5e République suffirait justement à ramener des gens vers le vote et à pallier cette crise démocratique qu'on est tous collectivement en train de décrire ? Disons, d'une part, 2 choses. D'une part, c'est assez rare qu'on ait des changements très très radicaux dans les systèmes politiques. En général, nous en sciences politiques, on regarde toujours la Nouvelle-Zélande qui, dans les années 90, a mis en œuvre un changement assez radical de son système politique, en allant justement vers un système plus consensuel, plus proportionnel, etc., alors que c'était un système plus à la britannique jusque-là. On a une collègue amie à Bordeaux, Camille Bedoc, qui a fait un livre justement sur la multiplication des tentatives de réformer les institutions pour ramener les électeurs, accroître la confiance, etc. Et elle regarde ça dans pas mal de pays, sur pas mal d'années. Donc je me souviens, peut-être 3 pays sur 40 ans. Italie, France, ouais. Et ses conclusions sont assez pessimiste sur le fait que... Donc, non, je réponds à la question de la proportionnelle après, mais de manière générale, elle montre que ces réformes d'introduire, je sais pas, un droit de pétition, une nouvelle forme d'appeler le Conseil constitutionnel, etc., des choses qu'on a faites, nous aussi. Hein. En général, les gens, oui, ils sont plutôt pour, en général, si c'est plus de démocratie, mais ça ne correspond pas d'une part à un changement en profondeur au système politique, et finalement ça ne change pas beaucoup la pratique quotidienne de la politique. Après, sur le changement de la proportionnelle, ça c'est un changement majeur, et encore une fois, c'est assez rare d'avoir des changements très très radicaux. Il faut, moi, fondamentalement, je pense que c'est un système qui oblige les gens
à se mettre davantage à la place de l'autre, parce que le système majoritaire, c'est un système de vainqueurs et de perdants, alors que dans un système proportionnel, il n'y a pas vraiment de gagnants. Il n'y a pas vraiment de perdants, parce que c'est après l'élection qu'il faut construire une majorité, et cette majorité peut par moment avoir besoin de l'appui d'un parti qui est resté dans l'opposition. Donc du coup, ça change complètement le discours politique surtout. C'est ça, mais pas tout de suite. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, on passera d'une logique que nous on appelle majoritaire à une logique plus consensuelle. Mais c'est vrai que quand on compare notamment les pays nordiques, mais qui ont un tas d'autres différences avec nous que leur système électoral, hein, c'est aussi des pays protestants, avec le Danemark est toujours cité comme le pays qui a le premier vaincu la corruption dans l'histoire du monde. Donc il y a un tas de choses qui nous distinguent de ces pays-là, qui sont quand même très très particuliers à bien d'égards. Mais ce qui est certain, c'est que la qualité du débat politique, la qualité des relations entre opposition et majorité sont très différentes. Et je pense que l'Allemagne, de ce point de vue-là, est un bon exemple parce que c'est aussi plus proche de nous. Je pense on peut davantage peut-être comprendre ce qui se passe en Allemagne que ce qu'on peut comprendre au Danemark, etc. Je commence à être mal à l'aise. Hein. On fait trop de pub, là. Non, mais c'est pas... Si je peux y ajouter juste un petit détail, en Espagne, on a un système proportionnel dont le gouvernement est choisi par les parlements. Et on a aussi la confrontation à mort, dont je me demande si ce n'est pas aussi une question de caractère méditerranéen ou de déterminisme guerre civilien. Mais en Espagne, c'est vrai qu'il y a l'obligation d'arriver aux accords. Et maintenant, on le voit et c'est très intéressant entre les gouvernements qui est socialiste et la gauche qui est Podemos, qui vient à être un petit peu comme la France insoumise. Et les indépendantistes catalans, ce qui est bizarre, parce qu'en même temps, vous voyez, il y avait un grand litige. Mais par contre, on n'a pas réussi, je pense que par un problème de culture politique, à franchir la frontière de la grande coalition, même si on a parlé de ça beaucoup dans les médias, mais on n'arrive pas à supérer les blocus, ce qui a aussi un certain avantage, parce que ça maintient un certain sens du débat politique. Il y a encore en Espagne la gauche et la droite. Isabelle. Oui, peut-être juste, parce que une autre particularité de l'Espagne, c'est la taille des circonscriptions qui est assez petite, et ça a des effets majoritaires malgré tout. C'est un peu complexe, les systèmes électoraux, mais on s'en rend compte quand on vit dans les pays. Moi, par exemple, mes enfants, je vis en Allemagne en ce moment, ont très vite compris que c'était beaucoup plus gratifiant de voter dans un pays où, en gros, le vote compte. Même si on n'a pas voté, on n'a pas besoin d'être pour un grand parti pour avoir l'impression que son vote compte. Après, c'est vrai que ça produit des changements à long terme parce qu'on est socialisé dans une culture où on ne va pas du jour au lendemain se mettre à tous négocier tranquillement autour de la table alors qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Mais je suis convaincue que ça produit des effets parce que c'est logique. C'est-à-dire que ici, en France, il y a des gens, ça a commencé déjà en 2002, la première fois que Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour. On a vu beaucoup de manifestations et beaucoup de gens, on sait que vu le score de Jacques Chirac, qu'il a été aussi élu par énormément d'électeurs de gauche qui ne se retrouvaient pas dans Jacques Chirac, mais qui sont allés voter au deuxième tour contre l'extrême droite. Bon, depuis, la situation se répète et se répète et se répète. Et d'ailleurs, ça peut aussi concerner des électeurs de droite, par exemple dans des circonscriptions pour les législatives. Maintenant, on voit qu'il y a des personnes qui en ont marre de voter pour n'importe qui est en face de l'extrême droite. Ça restreint énormément le choix et finalement, on se retrouve souvent à devoir choisir un candidat dans lequel on ne se retrouve pas vraiment. Et on voit bien qu'il y a énormément de gens qui n'ont plus envie de faire ça. Et la réforme du mode de scrutin, ça change ça. C'est-à-dire que on voit le parti des pirates, je prends encore un exemple de l'Allemagne, mais on pourrait prendre, il y a les mêmes partis, si on regarde en Hollande, on a tout un panorama de partis qui est quand même assez fascinant. Là, vous avez forcément trouvé un parti dans lequel vous vous retrouvez. Peut-être qu'il aura 1 ou 2 élus s'il est vraiment très petit, mais il pourra porter les enjeux dans lesquels vous vous reconnaissez. Ça, c'est une incitation à aller voter, à mon avis, et on peut s'attendre à ce que ça produise des effets. Après, est-ce qu'il avait déjà promis la même réforme institutionnelle? C'est passé à la trappe parce que, notamment l'affaire Ben Allah, les contestations, etc. Il a besoin du vote des 2 chambres. C'est loin, enfin tout dépendra finalement du résultat des élections, et c'est loin d'être acquis. Moi, j'attends de voir avant d'y croire à cette réforme. Mais ce serait quelque chose de très important.
J'ai une dernière question parce que le temps passe et ensuite on va échanger avec vous, si vous en êtes d'accord. On a, pour la première fois depuis 10 ans, un président sortant, candidat à sa réélection. Ça n'était pas arrivé, on s'en souvient, François Hollande avait renoncé à se présenter. Emmanuel Macron, quand il a été élu en 2017, peut-être vous allez me détromper, mais j'ai le sentiment qu'il avait suscité une forme d'intérêt sur la scène européenne, qu'effectivement, on ne savait pas d'où émergeait ce jeune homme, etc. Et que par ailleurs, il avait un discours pro-européen très affirmé, et que tout ça suscitait beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, ça fait 5 ans qu'on le côtoie, alors qu'on le connaît, c'est encore une autre chose, comme vous disiez, Antonio, c'est peut-être moins sûr. Je voudrais en fait vous interroger sur est-ce que cet intérêt est toujours aussi vif dans les pays respectifs? Est-ce que vos médias respectifs vous demandent du Macron, en gros, ou est-ce que au contraire tout le monde a très bien compris ce qui s'était passé et que finalement il est rentré dans le système, si tant est qu'il n'en soit sorti un jour? Tu veux commencer ? Je peux commencer. Déjà pour dire, en 2017, il y avait vraiment... Tous les yeux étaient dirigés vers la France parce qu'il y avait un vrai enjeu, un vrai impact. Et Macron semblait en quelque sorte comme le messia qui sauvait l'Europe. C'est pas du tout le cas cette fois. Il y a même une sorte... j'ose pas dire ras-de-bol, mais quand même, il a tout de suite rapidement pris la place d'Angela Merkel parce qu'il savait qu'elle allait partir. Donc il y a un certain leadership sur le plan international qui, de l'extérieur, était regardé d'une manière plutôt métugeuse parce que c'était pas toujours heureux. C'était souvent en solo qu'il a fait des choses et pas tout le temps couronné de succès. Donc, la France était retour, France is back, on titrait tous les magazines, mais quand on creusait un peu, c'était quand même un bilan assez complexe en tout cas. Et là, je sens même, en tout cas dans un quotidien ou un média plutôt conservateur, même s'il y a d'autres courants qui sont possibles, mais c'est quand même, on voit quand même dans les réactions, dans les remarques des lecteurs qui font 700 réponses à un article, qui a presque une sorte de refus de Macron, parce que il y a une obsession en Allemagne, c'est la dette. Et donc là, on a remarqué que ça ne joue pas un rôle dans cette campagne électorale, même si on peut dire que la retraite à 65 ans en fait peut-être partie, mais c'est pas explicite. Et là, il y a une vraie peur qu'il aura un front italo-français avec Draghi Macron qui va instaurer ce qui a été fait avec le Next Generation Europe Fund, donc une mutualisation de la dette. Et là, je vois les réactions assez épidermiques de nos lecteurs qui disent « mais on va encore payer pour les Français ». C'est assez inquiétant et ça montre qu'il y a un changement de rôle du sauveur à la menace. Oui, moi je me rappelle, en 2017, j'ai travaillé justement à Bruxelles et les circonstances étaient très dramatiques parce qu'on venait du Brexit, du référendum du Brexit. On venait, si je ne me trompe pas, de l'élection de Donald Trump aussi. Donc c'était comme... et on jouait déjà, on spéculait sur une victoire de Le Pen qui allait détruire l'Europe et nous ramener encore au Paléolithique. Donc c'est pas arrivé. Et évidemment Macron, c'était très puissant, on se promenant avec l'hymne européenne dans l'esplanade du Louvre et tout ça. On se souvient très fortement. 5 années plus tard, il y a d'une certaine façon l'érosion des matériaux et Macron, c'est une figure déjà connue. Je pense que son européisme aussi, il est un petit peu nuancé. Maintenant, c'est une figure plus gaullienne. Si on regarde les noms qu'il a choisis pour son programme électoral, c'était, si je ne me trompe pas, une France plus indépendante.
une France plus indépendante, même s'il continue à être pro-européenne. Et je pense qu'il a un discours moins européiste à la Bruxelles et plus européiste du point de vue français, même si ça fait du sens et peut-être ça le fait plus substantieux. Et en même temps, quand on regarde des choses qui ont changé vraiment dans la politique franco-européenne dans cette quinquennat, probablement la mutualisation de la dette, c'est ce qui est de plus ferme. Donc, et c'est vrai que la décision, à la limite, c'était de Merkel, mais aussi parce que Macron a trop insisté. Donc, peut-être que quand on regarde les mandats, si Macron gagne, probablement, un des gros défis sur la table va être maintenant de voir s'il arrive à construire ce qui est une certaine abstraction pour l'instant, qui est la politique extérieure européenne comme puissance. Est-ce qu'il va réussir à faire ça? Maintenant, il y a une grosse opportunité, ce qu'il appelle l'autonomie stratégique. Est-ce que ça va se concrétiser? Donc, ça, c'est important et c'est aussi l'enjeu de... Et oui, on est d'accord sur la dette, et les Espagnols aussi, on veut mutualiser la dette allemande. Ouais. Et dernier rebond de votre côté, effectivement, la souveraineté est quand même un sujet qui est revenu en force, notamment depuis la crise sanitaire. Une France plus indépendante. À un moment donné, Emmanuel Macron parlait beaucoup d'Europe souveraine. Qu'est-ce que ça dit finalement de son évolution à lui depuis 2017 pour vous, et qu'est-ce que ça dit plus largement de l'évolution de notre société? Large question pour réponse courte. Oui, voilà, donc en une minute, je pense, ma réponse, Isabelle donnera la sienne, qui est peut-être pas la même, c'est que je pense que contrairement à ce qu'a dit Antonio, moi je ne suis pas convaincu que Macron n'ait pas d'idéologie ou qu'il ne soit pas très clair. Je pense qu'il y a une partie de ce qu'il veut qui est très très clair et très constant, et une partie qui est très flexible. D'accord ? Donc je pense que, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, il a toujours été très très libéral d'un point de vue économique, et ça a été constant, ça n'a jamais été remis en cause, malgré l'histoire de la mutualisation de la dette, mais a priori je pense que c'est quelque chose sur lequel il compte revenir avec les retraites, etc. Et par contre, tout le reste, pour moi, c'est une variable d'ajustement qu'on peut adapter aux circonstances changeantes. Donc s'il faut gagner plus d'électeurs à droite, on peut aller... on peut développer un discours qui aille dans le sens de ces acteurs-là, alors qu'il y a 5 ans, il a même parlé de questions coloniales, par exemple, qui aujourd'hui, ce serait inimaginable de dire ce qu'il a dit avant l'élection de 2017 sur les statuts qui sont indéboulonnables maintenant, mais qu'il était bien à l'époque. Donc je pense que là-dessus, il y a vraiment un changement, et c'est vrai que là, il répond aussi aux autres, un peu ce que je disais au début, c'est que finalement, dans une campagne, vous devez faire aussi avec les arguments des autres, et s'en éloigner beaucoup peut être dangereux, parce que vous pouvez apparaître comme isolé ou à contre-courant, et ça peut être une bonne chose, mais si ce n'est pas le cœur de votre programme, vous avez intérêt à ne pas aller trop dans cette direction-là. Donc de ce point de vue-là, je n'exagérerai pas le changement de Macron. Je pense qu'à d'autres époques, et Isabelle avait parlé tout à l'heure de l'époque du traité... sur le référendum de 2005, où à cette époque on faisait pareil, tous les autres partis faisaient pareil. On parlait pas trop d'Europe parce qu'on savait que l'Europe était très divisive en interne. Du coup, on faisait comme si de rien n'était. Et c'est Fabius qui avait à l'époque créé un peu le boxon, pardonnez-moi mon français, à l'intérieur du Parti socialiste, justement pour voir s'il pouvait remettre en cause la candidature pour la présidentielle et peut-être se créer une chance qui n'a pas marché d'ailleurs, mais il a bien réussi à diviser le vote socialiste à l'époque, alors qu'à droite, on n'a surtout pas parlé de ça, et la droite a voté pour le président de l'époque, donc Jacques Chirac, en votant en faveur du traité. Isabelle, un mot de conclusion avant de passer aux échanges ? Sur la souveraineté, donc pour
ne pas être trop longue, ça peut recouvrir des choses très différentes. On voit bien qu'il y a une demande de protection, qu'il y a énormément de personnes qui se sentent déclassées, qui se sentent menacées, qui ont besoin d'être rassurées à différents niveaux. Et ça peut prendre des formes où ces personnes vont être sensibles à des discours différents. Et c'est vrai qu'on a des problèmes qui sont extrêmement complexes dans le cadre de l'intégration européenne. On voit bien que certaines politiques deviennent incompatibles avec les politiques communautaires, que par exemple les pratiques de soutenir certains secteurs, c'est plus possible dans le cadre de l'Union européenne, qu'il y a une compétition fiscale qui fait qu'on a de moins en moins que les caisses sont vides, que justement on s'est engagé à ne pas trop s'endetter, donc on ne sait plus parfois comment financer certaines politiques, donc qu'il faut réformer, etc. Et c'est des réformes qui sont douloureuses. Et donc, ça pose des vrais dilemmes. Et à mon avis, c'est normal qu'on en parle parce que c'est peut-être des problèmes politiques centraux. Et d'ailleurs, les Allemands, y compris le gouvernement allemand qui vient d'être élu, a dit qu'ils allaient attendre avant de revenir, qu'ils trouvaient que c'était très important de réduire la dette, mais que là, pour l'instant, c'était pas le plus urgent parce qu'ils avaient la transition climatique, etc. à assurer avant. Et le FDP était d'accord le libéral était d'accord pour signer ça. Donc, c'est quelque chose peut-être de plus général sur cet aspect de la dette, mais ça montre que, y compris en Allemagne, il y a des débats sur ces questions. Après, la souveraineté, ça peut prendre des formes différentes. Il y a ces débats qui sont plutôt à gauche sur le protectionnisme, etc. Il y a des débats qui sont plus à droite sur les frontières et le besoin de contrôler les frontières. Et ça, c'est pas quelque chose de franco-français. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On voit de plus en plus, et là, on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, mais peut-être qu'on pourra en discuter si vous le souhaitez. On voit dans tous les pays post-industriels ces débats émerger de façon différenciée, mais avec partout cette question de la souveraineté qui revient. Et ça, c'est pas quelque chose qui est propre à la France. Ce qui est propre à la France, c'est cette réduction du débat à cause du mode de scrutin dont on a parlé notamment et du système, qui fait que ça va peut-être devenir plus prédominant parce qu'il y a peu de place pour finalement l'expression de différentes lignes de conflit. Tout est ramené à une opposition binaire par la force du mode de scrutin et ça donne plus de poids à ces questions. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu nous écouter. Bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.